Au Niger, la campagne pour le second tour de la présidentielle prévue pour le 21 février prochain suit son cours. Pas de grand meeting pour l'instant dans la capitale Niamey, mais surtout en province. Cinq pays du G5 Sahel et la France sont réunis en sommet ce lundi au Tchad pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région. Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire. Le président des États-Unis a appelé le Congrès à voter une législation restrictive sur les armes à feu. Cet appel de Joe Biden intervient 3 ans après la tuerie au lycée de Parkland en Floride qui a fait 14 victimes. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous et bienvenue. Les membres de l'OMC viennent d'accepter de nommer le docteur Ngozi Okonjo-Iweala comme prochain directeur général de l'OMC. La décision a été prise par consensus lors d'une réunion spéciale du Conseil général de l'organisation. Aujourd'hui, a annoncé l'OMC une quinzaine de minutes après l'ouverture de la réunion. Sa nomination à la tête de l'OMC était attendue après le retrait de la course le 5 février dernier de sa seule autre rivale, la ministre sud-coréenne du Commerce. Une information sur laquelle nous reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Au Niger, la campagne pour le second tour de la présidentielle prévue pour le 21 février prochain suit son cours. Pas de grand meeting pour l'instant dans la capitale Niamey, mais surtout en province. Reportage. Au Niger, les 2 candidats au second tour de la présidentielle ont 5 jours pour mobiliser les électeurs. Et tout se joue en province et en milieu rural. Mohamed Bazoum et ses alliés ont déjà organisé 7 meetings dans 7 chefs-lieux de région sur les 8 que compte le pays. Maman Ousmane n'en a organisé à ce jour qu'un seul, à Tillabéri. Pour ce second tour, Niamey ne ressemble pas à une ville en campagne. Les 2 candidats n'ont pas encore tenu leur meeting selon Aman Asman, un observateur de la vie politique nigérienne. Seini Oumarou, arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle au Niger, a appelé à voter pour Mohamed Bazoum, candidat du pouvoir, qualifié pour le second tour du 21 février, face à l'ex-président Maman Ousmane. La Cour constitutionnelle a confirmé il y a quelques jours que le second tour opposerait Mohamed Bazoum, arrivé en tête avec 39,30% des suffrages, à Maman Ousmane, qui a engrangé 16,98% des voix. L'annulation partielle ou totale du premier tour réclamée par des candidats de l'opposition a été rejetée par l'institution. 2 autres candidats malheureux, Malam Alma Oumarou et Moussa Barazé Hassan, crédités respectivement de 2,47% et 2,40% des voix, ont déjà appelé à voter pour Mohamed Bazoum, selon leur parti. 5 pays du Sahel et la France sont réunis en sommet ce lundi au Tchad pour faire le point sur la lutte anti-djihadiste dans la région. Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire, mais aussi politique. Reportage. Ce sommet G5 Sahel se tient à un moment où Paris voudrait voir ses alliés assumer le relais militaire, mais aussi politique, pour réduire un engagement vieux de 8 ans. Emmanuel Macron n'aura cependant pas effectué le déplacement de N'Djamena. Raison évoquée, la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans son discours d'ouverture, le maréchal Idriss Déby Itno, le chef de l'État tchadien, a pressé la communauté internationale à redoubler d'efforts financiers pour œuvrer impérativement au développement du Sahel, pour remédier à la pauvreté, terreau du terrorisme. Notre volonté partagée de vaincre au plus vite le terrorisme dans le Sahel doit s'accommoder d'un réel engagement. Ce talent de mobilisation des États du G5 Sahel doit être soutenu et renforcé par l'ensemble de la communauté internationale. Le sommet de 2 jours associe dans un premier temps le G5 Sahel et la France, puis d'autres partenaires internationaux. Il a lieu 1 an après celui de Pau, qui, devant la menace d'une rupture sous les coups de boutoir djihadistes, avait débouché sur un renforcement militaire dans la zone dite des 3 frontières, Mali, Niger et Burkina, et l'envoi de 600 soldats français supplémentaires, les faisant passer de 4 500 à 5 100.
Le président des États-Unis a appelé le Congrès à voter une législation restrictive sur les armes à feu. Cet appel de Joe Biden intervient 3 ans après la tuerie du lycée de Parkland en Floride qui a fait au total 14 victimes. Dans un communiqué publié ce dimanche, la Maison-Blanche accuse les fabricants d'armes à feu de mettre sciemment des armes de guerre dans les rues américaines. Joe Biden a déploré l'augmentation de la violence armée, en particulier dans les quartiers afro-américains, et souhaité l'interdiction pure et simple des fusils d'assaut, des chargeurs de plus de 10 cartouches. Le président américain a invité le Congrès à voter une législation de bon sens et plus restrictive dès maintenant sans attendre la prochaine fusillade de masse. Il appelle à un contrôle systématique des antécédents des acheteurs d'armes, mais aussi la fin de l'immunité dont jouissent les fabricants d'armes lors de chaque procès après une fusillade. La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a indiqué que cette loi ainsi que d'autres seront promulguées pour permettre de sauver des vies. Le lobby pro-armes ne compte pas se laisser faire. Dans un tweet, la National Rifle Association, la principale association de défense des armes à feu américaine, accuse Joe Biden de vouloir ruiner les vendeurs d'armes nombreux dans le pays. Pour rappel, en 2018, le jour de la Saint-Valentin, un jeune homme de 19 ans, Nicolas Cruz, avait ouvert le feu dans le lycée Marjorie Stoneman Douglas, tuant 14 lycéens et 3 encadrants avant d'être arrêté. Exclu de l'école l'année précédente, pour raisons disciplinaires, il avait pu se procurer légalement un fusil d'assaut semi-automatique malgré des antécédents psychiatriques. En République démocratique du Congo, le groupe armé ADF, toujours actif dans l'est du pays. Ces éléments ont abattu ce dimanche au moins 11 civils et 3 soldats. L'attaque a eu lieu en Ituri. L'armée, de son côté, a affirmé avoir tué 4 personnes. Reportage. Les ADF ont fait une incursion dans la localité de Ndalia et ont tué au moins 11 personnes. Dans les combats qui ont suivi, 3 éléments des forces armées sont tombés, tandis que l'armée a neutralisé 4 éléments ADF, a déclaré le porte-parole de l'armée dans la province de l'Ituri. L'ennemi s'est retiré dans la brousse, nous continuons à le poursuivre pour que nous puissions mettre notre population hors du danger, a-t-il ajouté. Les ADF sont à l'origine des rebelles musulmans ougandais installés dans l'est de la RDC depuis 1995. Ils n'attaquent plus l'Ouganda voisin depuis des années, mais commettent régulièrement des massacres depuis octobre 2014 dans la région de Béni, lesquels ont fait plus de 2 milliers de morts. Ces combattants sont considérés actuellement comme les plus violents dans le territoire de Béni. Leurs attaques touchent depuis quelques mois les territoires voisins d'Irumu et Mambasa dans la province de l'Ituri après quelques semaines de relative accalmie. En juin et décembre 2020, des attaques attribuées à ce groupe ont fait 468 morts, dont 108 femmes tuées et 15 enfants, selon un récent rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Toujours en RDC, après plusieurs semaines de négociations, Félix Tshisekedi a nommé Sama Lukonde Kingé au poste de Premier ministre qui succède désormais à Sylvestre Ilunga Ilunkaba, destitué fin janvier. Ce Katanga de 43 ans, jusque-là, directeur général de GKMIN, aura la lourde responsabilité de former le futur gouvernement congolais. Cette information également reviendra plus amplement dans nos prochaines éditions. Le Zimbabwe va commencer cette semaine sa campagne de vaccination contre Covid-19. C'est ce qui fera donc le premier pays du sud de l'Afrique à vacciner ses habitants. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi son ministre de la Santé. À ce jour, plus de 34 000 cas de contamination ont été enregistrés au Zimbabwe, dont 1380 décès. Mais ces chiffres sont considérés comme largement sous-évalués en raison d'une capacité de test insuffisante. Pour lutter contre cette pandémie, le pays reçoit dès ce lundi la première livraison de vaccins développés par la société chinoise Sinopharm. Un total de 800 000 doses seront donc livrées d'ici à mars, dont 200 000 offertes par le gouvernement chinois. Le vaccin sera immédiatement distribué dans toutes les provinces et tous les districts, a souligné le ministère de la Santé, ce qui fera du Zimbabwe le premier pays du sud de l'Afrique à vacciner ses habitants. Les travailleurs en première ligne, particulièrement exposés au risque de contamination,
comme les employés des pompes funèbres, seront les premiers à recevoir l'injection. Le Zimbabwe a prévu un budget de 100 millions de dollars pour la vaccination contre le coronavirus, qui sera gratuite. Les autorités visent un objectif de 10 millions de personnes vaccinées, soit environ les 2/3 de la population. Sinopharm a annoncé en décembre que son vaccin était efficace à 79% et sûr, mais sans rendre public le détail des essais cliniques. Son taux d'efficacité contre le variant apparu en Afrique du Sud et détecté dans au moins 6 autres pays du continent n'a pas été révélé publiquement. Le gouvernement zimbabwéen a dit être également en négociation avec d'autres producteurs de vaccins et notamment pour acquérir des doses du vaccin russe Sputnik 5. C'est cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur SICA. À très bientôt.